I am Caribbean. Je suis Chris. Je suis un artiste et un entrepreneur guadeloupéen. Un grand passionné de musique depuis l'adolescence. J'ai commencé dans les sons de système de Guadeloupe. Je ne pensais pas que ça allait devenir mon métier, c'est surtout ma passion. C'est un jeune de 13 ans qui veut s'exprimer, qui est passionné de rap à l'époque, mais voilà, je sentais que j'avais envie d'écrire, que j'aimais chanter. Tant qu'à l'école ça se passait bien, mes parents ne se sont pas trop souciés de cette histoire. Je pensais juste que ça allait être ma passion et d'ailleurs j'ai continué les études parce que pour moi ce sont mes études qui allaient me donner un boulot quoi, et pas forcément la musique. J'ai grandi à Laurisisquin, donc il y avait beaucoup de choses à dire. Pour un jeune qui est au collège ou qui entre au lycée, on commence à observer un petit peu les inégalités. À Pointe-à-Pitre, enfin en Guadeloupe, c'est un quartier où il y a beaucoup de musique. L'art urbain, enfin à l'époque, il y avait le groupe Penoclan qui était vraiment le groupe de hip-hop numéro 1 en Guadeloupe avec la bande à Folkly, Forsyth, Kid Curse, enfin tous les frères que je big up au passage. Et en plus, juste à côté, à Washington, du côté de la BNP, c'est là qu'il y avait les sons de système, donc c'est à quoi ça, 10 minutes à pied. Pareil pour Grand Camp, où il y avait le Wu-Tang Park à l'époque, où j'allais dans le local du Wu-Tang. C'est-à-dire que il y avait une espèce de bouillonnement culturel dans la zone, et j'ai baigné dans ça pendant toute ma jeunesse, et effectivement, je crois que tout ça m'a formé. L'école des sons de système, c'est surtout ça, c'est le fait de, voilà, personne te connaît, personne connaît ta chanson, et pourtant, il faut cartonner. On avait une espèce d'obligation d'être performant au micro. Dès les 30 premières secondes, tu es déjà jugé, on sait déjà si on va crier pour toi ou si on va te mettre dehors de la scène. Dr Jekyll et Mr Hyde, Pedro VSKRYS. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très réservé, très posé. Et quand je suis dans ce monde-là, quand je suis sur scène ou derrière un micro, je suis métamorphosé complètement. J'ai toujours eu cette double personnalité où j'avais l'école d'un côté et la musique de l'autre. Alors j'ai le souvenir de ma maman qui était venue à Montpellier quand j'étais étudiant là-bas, et elle est allée chez une amie à moi. Cette amie lui a fait écouter, avant que ça sorte dans le commerce, programme de la semaine. Et ma mère, elle m'a raconté, et exactement, ma mère lui dit, mais c'est Pedro qui va chanter ça, mais à partir de mon nom, ouais. Et depuis, bon, ma maman est associée dans cette époque. Donc déjà, je pense qu'aux yeux du public, et on me l'a dit dans mon entourage, aux yeux du public, il y a eu une confusion. À quel moment tu es artiste, à quel moment tu es producteur? Je ne peux pas m'excuser d'être moi. C'est-à-dire, je suis tout ça en fait. Et finalement, même si j'ai plus de 15 ans de carrière, ben, ils continuent à découvrir en fait qui se cache derrière Mike là. Alors là, Chris, moi je dis inspiration divine. Il y avait beaucoup de noms militaires ou bien des noms que... Et moi en fait, je voulais un nom qui sonne comme un prénom. Pedro, non, je trouve ça fait pas très dancehall, je trouve. À la limite, si je faisais du reggaeton, Don Pedro. KRYS, Limé Mike là, le brr, tout est arrivé en même temps en fait. Et c'est arrivé comme une évidence. Ouais, Limé Mike là, c'est parce que j'étais un vrai fou du micro. C'est-à-dire que moi, j'étais du genre à avoir un micro dans mon cartable d'école. Donc s'il y avait une sono quelque part, moi je pouvais sortir mon micro de mon sac. Mais les freestyles dans la cour de récré du lycée de Bainbridge, on en a fait. Hein. On en a fait, pardon. Même devant le lycée, parce qu'à l'époque, pour ceux qui connaissent un petit peu, le lycée de Bainbridge et le lycée de Jardin d'Essai sont face à face. Et Admiral était dans le lycée d'en face. À l'époque, Red Rat avait un vrai succès commercial avec des sons comme Ami, she want and I see a big youth, a big man, she no want a little youth. Il avait aussi That Girl, Shelly Ann. C'était des sons qui avaient fait le crossover, quoi. Je pense que c'est l'âge aussi où on est un petit peu dans la révolte et la rébellion. Et le dancehall est aussi cette musique de rebelle. Et
Et je crois que j'ai eu un appel voilà, pour ce style musical. Quand je chante Laissez-nous entrer en mouvement là, c'était du vécu. J'ai toujours abordé des thèmes avec beaucoup de second degré. Quand dans Hey Selecta, je dis Mademoiselle, tu veux danser? Non, je suis fatiguée. Ah, tu es fatiguée, je te laisse te reposer. Mais 15 minutes après, ou j'en finis de reposer, carrément de lancer. Ah non, j'ai mal au pied. Quand on a 19 ans, 18 ans, quand on va en soirée, on veut s'amuser, on veut séduire la vie d'un jeune homme. En fait, c'est ce que je chantais. Je pense vraiment que les artistes sont des témoins de leur époque. Et c'est pour ça que mes textes, même quand ils étaient très festifs, ils étaient toujours très proches de la réalité. Pedro en 3 mots. Waouh, sincère, fort. Alors je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Et humain, voilà. Au moment où on sort l'I-Même avec là, j'ai 20 ans. Je connais que les sons de système. Enfin, je suis déjà super content qu'on me laisse chanter. Donc sortir un album à l'époque, ok, c'est top quoi, c'est génial. Mais bon, je me rends pas compte. C'est qu'après, en fait, que je me suis rendu compte de tout ce qui s'était passé à travers les chiffres des ventes. Les témoignages du public, quand les gens me disent Timal, mais tu sais pas la place que tu as eue dans ma vie. À l'époque, je me rappelle de l'époque de VIP. L'I-Même avec là, mon premier album, il y a quoi dessus? Il y a VIP, Envlé Ongal, Garde Cocotte, Mouvement là, Programme de la semaine, Pictune du carnaval, Si Paroles ou pas positif, P, Tinegres, Pas Goumé Bafam. Non, tu peux pas en fait. C'est impossible de choisir un morceau. Voilà, tellement c'est une autre époque. On opposait même le dancehall au zouk. Voilà, le zouk c'était la musique des Antilles et puis le dancehall. Qu'est-ce qui arrive à ces jeunes-là? La musique vient de Jamaïque, etc. C'est quoi leur style? C'est quoi les cheveux? C'est quoi les trucs? Je suis passionné de dancehall depuis tout jeune, mais je ferai que ce que j'ai envie de faire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, justement, dans la rue, a toujours été apprécié chez moi. C'est que j'ai toujours été 100% authentique. J'ai jamais cherché à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je sortais de l'école avec mon gros cartable. Histoire vraie. J'arrivais dans le local de Wu-Tang Park. Tu m'imagines à 13 ans, 14 ans, il validait à 100% parce que le petit, il venait pour faire son truc. Et que j'ai toujours partagé avec eux une passion sincère pour la musique, en fait. Je venais raconter mes trucs de petits jeunes qui aiment les meufs dans des sons de système où il y avait des confirmés qui étaient là avec des vrais putains de textes bien conscients, bien faillards, quoi, tu vois. Les gars, ils ont respecté quelque part ce côté vraiment authentique et de quelqu'un qui n'a pas peur d'être lui-même, qui n'a pas besoin de se conformer forcément à tous les codes pour être dans le mouvement de façon entière, quoi. La semaine, donc, j'étais à l'école, une école quand même assez exigeante. Et tous les week-ends, j'étais soit en studio, soit en presta. J'avais le studio à Paris. Tous les week-ends, je prenais mon train. J'étais en studio du matin au soir. Je rentrais super tard chez mes tantes de Paris à l'époque. Et le dimanche soir, je retournais à Montpellier. Le lundi matin, j'étais en cours. Fin 2005, je pars au Mexique pour 1 an. Mon album Charismatique, où il y avait Dangereuse, Caroline, Hey Selecta. Il sort, je signe chez Universal, je fais l'Olympia, mais à ce moment-là, je vis au Mexique en fait. Donc même en France, je ne voyais pas vraiment ce qui se passait. C'est les gens qui me disaient « t'es un ouf », etc. Quand mes producteurs m'ont appelé pour me dire « tu vas faire l'Olympia », j'étais au Mexique. Je leur dis « ah bon, vous êtes sûr ?» Je dis « oui, oui, oui ». Et c'est pas plus mal, puisque c'est ce qui me permettait de continuer à aller de l'avant, de continuer à faire ma musique sans trop me prendre la tête. Il y a une grande partie de l'album Charismatique que j'ai écrit au Mexique. Donc j'étais dans un coin, un bled où personne ne me connaissait en tant que chanteur. Et du coup, ça m'a donné une forme de tranquillité d'esprit. Ah non, 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 moi c'est hors de question Enfin, voilà, c'est de l'art, quoi. C'est de la musique. Faut que ça fasse quelque chose, quoi. Faut que ça titille quelque part. Pour moi, l'écriture, c'est hyper important. J'ai écrit Garde Cocotte à Montpellier et j'ai écrit la partie Charroyeur, déposeur, non coupeur suite à une conversation. On discutait du fait que certaines très jolies filles venaient dans la soirée, qu'elles avaient des mecs avec eux qui barraient la route, entre guillemets, mais qui n'étaient même pas avec elles en fait.
Donc eux, c'était des gardes-cocottes en gros. Et voilà, ils ont chawaillé mouna, mais ils n'ont pas même qu'à couper mouna. Donc, et c'est de là que c'est parti, chawailleur, déposeur, non-coupeur. Caroline, une jeune fille qui s'enfuit de chez ses parents pour aller en soirée dancehall, enfin, je sais pas. Pour la signature chez Universal, comment j'ai abordé la chose? J'avais 22 ans. Je pense que mes producteurs se rendaient compte de ce qui se passait, encore une fois, mais pas moi. Je signe chez Universal en 2006. Aujourd'hui, un jeune artiste sait ce que ça veut dire signer chez Universal. Mais à l'époque, on n'en a pas beaucoup des exemples. Quand j'étais petit, je rêvais pas d'être chanteur, je rêvais d'être chef d'entreprise. Donc, la musique, en fait, est vraiment arrivée dans ma vie comme une passion dévorante qui a fini par devenir mon métier. Step Out n'était pas fait pour que je puisse voler de mes propres ailes. Step Out a été créé pour accompagner d'autres artistes. Quand je crée Step Out, je suis encore chez Universal. Beaucoup de talent aux Antilles, très peu de structures qui permettent de construire des carrières de façon professionnelle. Je ne vais pas tout simplement faire le constat et rester dans mon coin et faire mes affaires. Je vais porter ma pierre à l'édifice. Sadik a été le premier artiste que j'ai signé chez Step Out Productions en 2009. Avoir du succès de façon nationale et même plus loin, c'est super. Mais quand tu es tout seul, il n'y a personne qui te ressemble en fait. Il n'y a personne qui te ressemble. Je trouve qu'on est plus fort quand on est plusieurs, quoi. Dans l'industrie musicale aujourd'hui, on n'est pas du tout en position de force, au contraire. Parce qu'il y a d'autres communautés qui sont organisées, comme la communauté africaine, la communauté maghrébine en France, qui développent beaucoup de carrières, beaucoup de talents, qui font des chiffres, au-delà de la musique même. Hein. C'est plus facile d'acheter un produit qui vient de Pologne que d'acheter un produit qui vient de la Dominique juste à côté. Les jeunes générations ont atteint un niveau de conscience. Aujourd'hui, par exemple, le nom de ton média, tu vois, c'est pas innocent. C'est-à-dire qu'on se reconnaît également dans cette identité caribéenne et on a conscience qu'il y a beaucoup de choses à développer dans le bassin. D'ailleurs, à la fin de mon featuring avec Vybz Kartel, il dit Chris from Guada. Il dit pas Chris from Paris. Hein. Tu vois, donc ils connaissent, ils nous connaissent. J'ai collaboré avec Triple K. J'ai fait le remix de Allez avec Teddy Son John. Il y a beaucoup à faire, quoi, et que quelque part, les autres îles de la Caraïbe n'attendent que ça. Colonel Réel, c'était comme si j'étais à vélo et je suis monté dans une fusée. Parce que j'avais même pas encore 30 ans. Et je me suis retrouvé à être le producteur d'un artiste qui avait un rayonnement national, voire international. Il y a eu des chiffres de vente qui étaient assez astronomiques. On n'était pas préparé à ça, je vais être honnête. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Lorsqu'on a commencé à être programmé sur les radios, lorsqu'on a vu les médias, lorsqu'on a vu que Nagui l'appelle pour Taratata, lorsqu'on a vu certaines choses se faire, j'ai été obligé de m'adapter très vite. Je prends autant de plaisir à être Chris l'artiste qu'à être producteur. Il a enregistré celui au studio de DJ Doug. Et DJ Doug, que je ne connaissais pas à l'époque, me contacte et me dit « Tiens, excuse-moi Chris, je t'envoie un son de ton cousin. » Voilà, il ne voulait pas trop te déranger. Mais moi, je pense réellement que là, il y a un potentiel. Donc, écoute le son et dis-moi ce que tu en penses. Je dis aux jeunes artistes avec qui j'échange, quand on est exposé à tout. Il ne faut pas compter le nombre de fois où on est tombé, il faut compter le nombre de fois où on s'est relevé. Je pense que beaucoup de gens me l'ont déjà dit, ils m'apprécient pour cette aventure qui est la mienne, où on sait que ma carrière n'a pas été un long fleuve tranquille, mais que je me suis toujours relevé en fait. Même s'il y a des moments dont je me serais passé, qui étaient fort désagréables à vivre, mais au final, ça m'a autant construit que ça m'a fait mal à ces moments-là. Tout ça fait de moi l'homme que je suis et qui fait que je pense que mon discours, il a aussi du poids parce qu'on sait que j'ai eu un parcours. C'est la première fois que je fais un plateau comme ça, tu vois. Et toi, tu viens, tu es ta... J'étais programmé sur toutes les radios françaises, j'ai été déprogrammé de toutes les radios françaises. Donc,
à un moment donné, oui, bien sûr, ça a eu de l'effet. Beaucoup de gens encore aujourd'hui me disent que j'étais parti pour péter le score. Mon album, c'était l'album Charismatique à l'époque, c'est là où il y avait Dangereuse, Caroline, etc. Il était sorti en juin. Ce fameux plateau, ça s'est passé en octobre. Et en l'espace de 3 mois, on a vendu 60 000 albums. Et on avait exploité un seul single. J'ai fait le son, je ne savais même pas que j'allais faire carrière. Hein. J'étais DJ Underground from Guada. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais dans le mouvement. Ils veulent sortir les dossiers pour me casser les pieds. Bon, ben voilà, ça fait partie des risques du métier. Et encore aujourd'hui, à l'ère d'Internet, les gens s'amusent à faire ça, à sortir des dossiers, des gens qui datent. Ce traquenard, en fait, forcément, il a eu des conséquences terribles sur ma carrière d'artiste. En tant qu'homme, ça m'a aussi fait du mal. J'ai dû trouver la force mentale pour ne pas sombrer, pour ne pas que ma carrière s'arrête, déjà premièrement, et déjà humainement, psychologiquement. Tu démarres une carrière, tu as 22 ans, tu commençais à vivre un rêve de tous ceux qui font de la musique. On te lance, on te met dans cette situation-là. Bon, c'était très dur. Peu de gens le savent, mais ça m'a même posé problème dans ma scolarité. Puisqu'en fait, il y a eu un article dans le Midi Libre qui disait mon nom, mon vrai nom, et qui disait que j'étais scolarisé à Montpellier et que à l'école supérieure de commerce de Montpellier et que j'avais eu des problèmes pour ce genre de propos, etc. Donc le président de l'école, qui pour moi ne savait même pas que j'existais, à ce moment-là, il m'a appelé sur mon téléphone portable. Il m'a dit, écoutez monsieur, le fait que mon école soit citée en ces termes dans le journal, ça me chagrine. J'ai vérifié votre dossier scolaire. Vous n'avez jamais eu de problème de discipline, vous n'avez pas de mauvais résultats, donc on va en rester là. Dans mon école à Montpellier, je continue à citer ce président de l'école à l'époque. On me reproche souvent d'accepter des élèves de la diversité. Et donc vous êtes issu de la diversité et vous me faites ce genre de pub. Donc j'ai failli perdre ma scolarité à cause de cette histoire. Il y avait 300 élèves, il y avait 4 blacks. Et en plus, je suis sorti major de ma promo. Moi, je ne suis pas d'un milieu aisé, donc j'ai dû faire un prêt pour pouvoir financer ma scolarité là-bas. Ça a été dur à plusieurs égards. Merci pour cette question. La foi. Je prie Dieu, je lui dis, je viens d'en faire, mais ce n'est pas ça que tu as prévu pour moi. S'il a permis que je sois dans cette situation difficile à ce moment-là, c'est qu'il a prévu quelque chose de mieux pour moi. Je me suis toujours dit ça, même au moment où ça n'allait pas du tout. Même financièrement, c'était compliqué. Mais je gardais la foi, vraiment. Et je pense que cette foi, elle m'a permis elle a été ma base pour pouvoir rebondir, pour pouvoir continuer à travailler, continuer à croire en moi. C'était moi et moi. Je me disais, je ne vais pas laisser ces gens-là décider, ces gens qui m'ont piégé, qui m'ont sali, je ne vais pas les laisser décider du moment où ma carrière se termine. Aujourd'hui, avec le recul, justement, ma fierté, c'est d'être encore là, en fait. Et pour la petite histoire, ce traquenard, on me l'a fait, c'était en 2006, octobre 2006. Je remplis le Zénith en 2007. Et en 2008, je monte mon label. C'est-à-dire au moment où on m'avait tout enlevé. Dans ma tête, j'avais encore envie de donner aux autres. Mon album Step Out est sorti en 2010. Dessus, il y avait Saucisson là, il y avait Booty Shake. Avec la tournée Booty Shake, j'ai rempli le stade des Abîmes. Je pense que je sais reconnaître un artiste qui a du talent, ça c'est sûr. Puisque de tous les artistes que j'ai signés ou avec qui j'ai collaboré, je crois que je me suis à peu près jamais trompé. Même ceux avec qui ça n'a pas duré, mais ils ont prouvé par la suite que ce que j'avais vu en eux, c'était réel. C'est un de mes dons, c'est-à-dire que je sais reconnaître le talent chez les gens. Je sais reconnaître le talent quand je le vois. Franchement, honnêtement, je parle vraiment de dons.
C'est-à-dire que, et parce que c'est pas que dans la musique en fait. C'est-à-dire que toi, je te vois, je vois le potentiel en toi. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est inné. C'est inné, je sais voir le talent des gens. Et c'est peut-être parce que je veux le voir aussi. Une des grosses difficultés, ça a été d'allier la vie d'artiste et la vie de producteur. Raison pour laquelle, pour faire mon dernier album, La Oasis, qui est sorti en juillet 2021, bien en amont, j'ai arrêté de signer des nouveaux talents. C'est vous qui m'aimez depuis long time et pour long time. Et moi, pas quitter au personne. Ton analyse est juste. Le fait que Missy Sadiq ait produit lui-même son premier album, il a pu toucher du doigt très tôt la réalité de la production. Ce qui n'était pas forcément le cas de jeunes artistes que j'ai pu signer, qui n'avaient pas d'expérience de la production, qui n'avaient jamais essayé de sortir un CD d'eux-mêmes, de sortir l'argent de leur poche. Donc j'ai mis une pause sur la production, je me suis recentré sur ma musique. Et c'est quand j'aurai donc terminé de défendre cet album-là pendant un an ou deux, que je relancerai. Donc je dis déjà l'info, que je relancerai la production. En recommençant à accompagner des jeunes talents. Mes compositions sont beaucoup plus mélodieuses, et les textes sont aussi un peu différents. Ben, c'est parce que c'est ma vie qui a changé. J'ai plus 20 ans, je suis papa, j'ai plus d'expérience de la vie, j'ai d'autres choses à dire. Mais à l'époque, on était très proches, hein. Début des années 2000, j'avais l'occasion d'aller chez lui, freestyler avec lui, son frère Jerry qui mixait au moment à la Croix. Je pense qu'il y a des enjeux de carrière qui se jouaient, il y avait des équipes autour, des stratégies, des sorties commerciales avec des attentes, des objectifs qui ont fait que pendant toutes ces années, ça n'a pas pu se faire. Et aujourd'hui, on a atteint une maturité, je pense, dans la pratique même de la musique et puis une forme de recul. Ma tristesse nous guide, ma rage de vivre, les épreuves ne peuvent plus me stopper. Nous ne sommes que d'un passage ici, donc en nous vive la vie. Papa, mon ami est parti sans me dire. Alors vous, faites-moi plaisir, absolument. Bye bye, c'est la vie, c'est la vie. L'année où j'ai écrit ce titre, j'avais vécu une année horrible. J'avais perdu des amis jeunes. Il y a un bébé dans ma famille qui est mort de la dengue, qui s'appelait Alexandre, il est décédé à 9 mois. Nicolas, 22 ans, un ami qui meurt de cancer. Katiuska, la vingtaine aussi, qui meurt en Guadeloupe dans un incendie, dont j'étais très proche. Et j'étais complètement dévasté. Il y avait une seule personne que je voyais pour interpréter cette chanson et plus que l'interpréter, partager ce titre avec moi. Toute ma vie, je vais me rappeler de cette séance studio. Lorsque je me suis assis avec Fanny, je lui ai dit « Voilà Fanny, j'ai écrit ce titre parce que j'ai perdu des proches. » Je lui ai raconté l'histoire et on pleurait tous les deux. Elle est rentrée dans le studio, en cabine, elle était encore en larmes. Et du coup, l'émotion qui se dégage de ce morceau, elle est réelle. On est liés, quoi, pour moi, par ce titre qui est hyper important, autant pour moi dans ma carrière que dans ma vie, puisque c'est une des rares fois où je me suis mis à nu. J'ai complètement tombé le masque et j'avais besoin de dire ça. Et voilà. Et d'ailleurs, chaque fois que j'essaye de chanter ça sur scène, je pleure. Le premier, c'est l'Olympia, parce que faire l'Olympia, encore une fois, à 22 ans, rempli. Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était immense. J'ai les images, mais j'ai encore la sensation que j'ai eue sur scène. Le deuxième, c'est le Stade des Abîmes en Guadeloupe. Ça, c'était un truc de fou. C'était quelques années, donc après avoir vécu ce passage à vide dans ma carrière. Et là, c'était un retour au pays, mais en force, quoi. Booty Shake Tour. Booty Shake Tour, et 10 000 personnes ont fait le déplacement. Nous sommes des êtres humains. Et en fait, on a une relation avec le public. Quand on a une relation, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du tiède, il y a des disputes, il y a... Voilà, donc
moi, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu des grands moments d'amour avec le public, que ce soit sur scène ou sur certains sons. Je passe des endroits, j'entends ma musique hyper fort dans les voitures et tout. Tout ça, c'est du love. Et donc, il faut tout accepter de cette relation. Pour moi, on a une relation avec le public. Le moment où il veut te dire « Ouais, mais Timal, pourquoi pas ?» Mais pour moi, ça reste une relation d'amour. Avec gros chiffre, virgule. Gros chiffre, virgule. Attitude pour prendre altitude. Gros chiffre, virgule. J'ai compris tout de suite, mais là encore, je ne peux pas regretter, puisque j'ai été fidèle à moi-même. Pour moi, il est bon le son. C'est juste que la façon de l'amener n'était pas celle que les gens attendaient à ce moment-là. Mais je suis resté fidèle à moi-même. Alors au moins, on peut montrer qu'un si bloc qu'avant de drogue, que dit, bon non, on sait que t'es pas comme ça, Chris. Écrire cet album, en grande partie pendant le confinement, ça a été mon oasis à moi. C'est-à-dire que dans ma traversée du désert, j'ai trouvé cet espace où je pouvais me ressourcer. Faut nous faire nouveau. C'est vrai, nous j'en vois tout cool. Mais nous savons Dieu qu'à sauver. Côté bien, nous on vient sous. Tironi m'a vu naître dans la musique. Il était là from day one. Il m'a vu arriver tout petit dans les sons de système en train de faire ma place, quoi. Et pourtant, on n'avait jamais fait de chanson ensemble. Lui, il était dans une énergie très rasta, musique à message, consciousness. Et moi, moi j'étais dans la fête, j'étais dans les filles, les boutichés, les trucs comme ça, tu vois. Je suis fier de tous mes albums, mais celui-là a un goût particulier. Ouais, il a un goût particulier parce que l'époque est particulière. C'est un album qui correspond aussi à mon retour au pays. J'ai cherché en fait à reconvoquer le côté instinctif. J'avais un côté très professionnel, très cadré. Et pour faire cet album, je me suis reconnecté à ma folie en fait, à mon instinct. J'ai arrêté de réfléchir. Voilà, 80%, enfin, à part les mêmes mics là, quasiment un album totalement en créole, ça faisait longtemps, quoi. Accroche-toi. Parce que je te cache pas qu'il y a 20 ans, je pensais pas que j'aurais passé autant de... Waouh. Aujourd'hui, avec le recul, et je suis encore dans l'action, hein, je suis encore en train de faire de la musique, je suis encore en train d'entreprendre plein de choses. Mais c'est vrai que mon parcours a été... ouais, j'ai dû être un battant, quoi, pour pouvoir être encore là. Nous solides. Y'a qui bat tune, c'est la folie. Si poignet l'enrôli, quand on tue en bolide, pas là pour rigoler, solide. Tu sais, ce morceau Solide, c'est le dernier que j'ai mis sur l'album. Mais je le trouvais un peu, je trouvais qu'il manquait un peu de fête. Warning big man, ancien légende qu'on la bonne pour Joe Banton. DJ Gilles, pas fragile, real bad man. Y'a qui gros rythme, qui c'est bass, drum ou bam bam. Wow. Ah, je l'ai trouvé. Dans la chanson Neg, je dis à papa chivéen nous grener, qu'il faut biter nous mêler. Voilà, nous aussi on a droit à notre part de bonheur, notre part de succès et le droit de jouer aussi notre partition dans cette vie et d'être heureux. Voilà. Les mêmes mics là, Chris Saquin, boum, chaud même. Merci Stanley, merci I Am Caribbean. Chaud même, KMYS. Yo habité nous on fait pitié mais faut nous changer mentalité parce que c'est c'est un patrimoine on kill si on